l'ingénieur en économie Vincent Liéger pour vous parler du sujet de la décroissance. Je vous invite à l'écouter tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, un grand plaisir pour moi de partager quelques idées avec vous sur la décroissance à l'occasion de ces troisièmes journées Impact et Innovation, malheureusement auxquelles je ne peux pas participer. Donc c'est depuis Budapest que je vais partager quelques réflexions sur ces enjeux-là. Alors, premier point que je souhaiterais partager avec vous, d'abord un diagnostic. Qu'est-ce que la décroissance nous apporte en termes de diagnostic? Le diagnostic s'articule autour de 4 points. Premier point, la décroissance est nécessaire. Deuxième point, elle est inéluctable. Troisième point, elle est désirable. Quatrième point, elle est désirée. Alors, premier point nécessaire, quand on a lancé ce mot, ce slogan provocateur afin d'initier un débat de société sur nos limites physiques à la croissance dans une société de croissance, il y a 21 ans, malheureusement, on avait raison et aujourd'hui, on est rattrapé par un certain nombre de catastrophes environnementales, dérèglement climatique, chute de la biodiversité. On a dépassé 6 des 9 limites planétaires et puis toute la littérature scientifique aujourd'hui, je ne m'étendrai pas là-dessus, c'est un fait scientifique avec un consensus très fort. Toute la littérature scientifique nous montre qu'aujourd'hui, la croissance et les enjeux environnementaux ne sont pas compatibles. Le mythe du découplage est une imposture intellectuelle. Quand je parle de découplage, je parle d'un découplage qui s'inscrit dans le temps, qui s'attaque à l'ensemble des défis environnementaux, à l'ensemble des limites planétaires. Il doit être global et non pas ancré de manière régionale, etc. Et il doit être à la vitesse des enjeux, c'est-à-dire qu'un découplage qui serait trop lent nous empêcherait pas d'éviter les catastrophes. Donc aujourd'hui, croissance et limites planétaires ne sont pas compatibles. Donc il est nécessaire de sortir de cette fuite en avant croissanciste afin d'éviter des catastrophes qui sont déjà en cours, des seuils de soutenabilité et d'irréversibilité qui ont déjà été dépassés afin de minimiser les dégâts et que si on veut faire de l'impact et de l'innovation sur cette planète, que ça se passe quand même avec les êtres humains, sinon notre civilisation risque de disparaître très rapidement. Elle est inéluctable. La croissance dépend d'un certain nombre de ressources finies dont elle se nourrit. Juste la question énergétique, encore aujourd'hui, malgré des développements tout à fait intéressants et nécessaires autour des énergies renouvelables ces dernières années, nous restons malgré tout à 80% dépendants des énergies fossiles. Alors c'est intéressant, juste un petit ordre de grandeur en tête, en l'espace de quelques générations, nous avons pu bénéficier d'une quantité merveilleuse d'énergie. Les énergies fossiles ont cette caractéristique assez unique d'être extrêmement concentrées en énergie, d'être stockables, d'être transportables, d'être malléables. On peut faire beaucoup de choses avec ces énergies fossiles. Le problème c'est que c'est un stock fini. Quelques générations qui en profitent pour une constitution sur cette planète au cours d'une accumulation d'énergie solaire via la décomposition de matière organique sur des dizaines et des centaines de millions d'années. Elles ont un taux de retour énergétique sans commune mesure avec le reste. Et face à ce stock fini, très vite, on va atteindre les pics de production, pétrole, gaz, charbon un peu plus tard. Mais cette notion de pic de production s'applique aussi aux autres métaux et matériaux dont on dépend. Question du sable, ou quand on parle de transition énergétique, les tensions qui commencent à apparaître, juste 2 exemples sur le cuivre ou le lithium. Donc il y a des limites physiques à la croissance, pas uniquement pour des raisons environnementales, mais pour des raisons physiques. Sur une planète finie, on ne peut pas avoir de manière infinie un accès à des ressources toujours plus abondantes. Donc nécessaire, inéluctable. Mais ce qui est intéressant avec la décroissance, c'est qu'elle ne s'arrête pas là. Elle pose 2 autres questions qu'elle articule à ces limites physiques, que l'on pourra appeler les limites culturelles à la croissance. Premier point, si la croissance est pertinente et intéressante dans un premier temps pour améliorer le bien-être général dans nos sociétés, d'ailleurs c'était son but, il n'y a pas de bon ou de mauvais indicateur, un indicateur comme le PIB ne calcule ce que l'on lui demande de calculer, et cet indicateur avait été créé à la suite de la crise de 29, à la demande du président Roosevelt à Simon Kuznets, afin de mesurer les impacts positifs d'une relance économique face à une société qui était complètement effondrée. Et donc, dans un premier temps, cet indicateur de crise était tout à fait pertinent pour comprendre ce qui se passait dans nos économies, puisque lorsqu'on n'a rien, qu'on commence à faire tourner la machine économique, a priori, on répond à des besoins fondamentaux essentiels, mais au-delà d'un certain niveau, le PIB n'est plus aussi pertinent. Il pose quelques problèmes. Premier point, le PIB ne connaît qu'une seule touche, la touche plus. Donc on additionne des choses qui peuvent être tout à fait bénéfiques pour notre bien-être à des choses qui peuvent être tout à fait toxiques
ou négatif pour notre bien-être. Un accident de voiture fait plus de PIB qu'une belle balade en vélo, par exemple. Et puis surtout, la croissance du PIB nous rend aveugles à énormément de choses à la fois dévastatrices pour l'environnement, je l'ai évoqué au début, hein, les externalités négatives environnementales qui ne sont pas prises en compte, la déplétion d'un certain nombre de ressources qui ne sont pas prises en compte, mais de manière encore plus inquiétante ou malheureuse, la croissance ne mesure pas énormément de choses essentielles à notre bien-être. Je pense à l'amitié, je pense à l'économie reproductive et au care, je pense aux solidarités informelles, je pense à la culture. Donc beaucoup de choses qui font que nos sociétés vivent en harmonie ou trouvent des espaces de joie de vivre, etc., mais qui ne sont pas pris en compte dans la comptabilité très économiciste, très rationnelle et aveuglante quelque part, ou réductionniste, qu'est la croissance. Donc au-delà d'un certain niveau de croissance, on observe partout un découplage, celui-là est bien réel, c'est-à-dire que la croissance continue à augmenter et le bien-être commence à stagner, voire à baisser. Même sur un indicateur aussi objectivable que l'espérance de vie, on se rend compte que dans nos sociétés occidentales, en premier lieu les États-Unis, on a passé un pic de progrès sur cette question-là. Et aujourd'hui, on a des effets négatifs à la société de croissance qui sont bien supérieurs aux effets positifs de la société de croissance sur la santé publique. Et donc, l'enjeu est de sortir de cet indicateur pour revenir à quelque chose de beaucoup plus qualitatif, beaucoup plus complexe sur qu'est-ce qu'une fait qu'une vie mérite d'être vécue, comment se réapproprier du sens, pas uniquement focalisé sur un indicateur d'optimisation économique, de profit, etc. Et quatrième point sur le diagnostic, la croissance est de moins en moins désirée. Alors c'est peut-être moins intuitif pour vous, mais aujourd'hui il y a toute une batterie d'études convergentes dans la plupart des sociétés, en particulier sociétés occidentales, et encore plus en France, qui montrent que cette logique de fuite en avant vers le toujours plus de biens de consommation, ce productivisme, ce consumérisme, d'être un peu comme le hamster dans sa roue à produire toujours plus de choses pas vraiment utiles, il y a une forme d'épuisement par rapport à ça, avec des questions éthiques, des questions, on le voit chez une certaine partie des jeunes générations parmi issus des grandes écoles, une question sur le sens qu'ils souhaitent donner à leur vie, afin de contribuer à la fois à une réponse sérieuse autour des enjeux environnementaux, mais aussi d'un point de vue sociétal et d'un point de vue joie de vivre. Je renvoie peut-être juste au dossier de janvier sur cette question-là, publié par l'ADEME, qui montrait que des chiffres très 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 massifs de majorité de nos populations qui se tournent vers la sobriété, faire moins, vers le partage, partager plus, et puis surtout se réapproprier du sens à nos vies, se réapproprier du temps pour des choses vraiment essentielles, le care, l'économie reproductive, les hobbies, des choses beaucoup plus ludiques. Alors une fois qu'on a fait ce diagnostic, la croissance est nécessaire, inéluctable, désirable et désirée. Qu'est-ce que cela veut dire pour l'entreprise? Alors premier point pour l'entreprise, ça semble évident, il va falloir que l'on réfléchisse collectivement, de manière non violente, de manière accompagner à la fois psychologiquement, politiquement, économiquement, à sortir de productions qui sont à la fois toxiques, inutiles, ou qui peuvent être réduites de manière massive en rompant avec de l'obsolescence programmée, etc. Ça représente des pans assez conséquents de nos économies. Deuxième point, l'entreprise va jouer un rôle peut-être extrêmement intéressant dans une période de transition vers des seuils de soutenabilité. Un exemple, moi je travaille beaucoup à Budapest avec cet outil-là qui est merveilleux, on peut décider démocratiquement qu'il serait souhaitable de lancer un grand projet industriel à l'échelle européenne pour que chacun ait accès à des vélos cargo, des remorques pour tous les déplacements de marchandises, de biens, faire ses courses, amener ses enfants à l'école, etc., un peu partout dans tous les territoires européens. Donc on aurait un grand plan industriel qui serait du one-shot. Donc on lance un grand plan et en 6 mois, 1 an, on équipe l'ensemble des territoires en vélo cargo, avec toute une gamme de vélos cargo diversifiés, etc. Mais une fois que c'est fait, on n'est plus sur du 10% d'augmentation de vélos cargo tous les ans, ad vitam aeternam. Une fois que c'est fait, on a peut-être le renouvellement de quelques pièces, la maintenance, la gestion du stock, peut-être le remplacement de quelques vélos cargo qui subissent une avarie, qui subissent un accident, mais en aucun cas du 10% de croissance ad vitam aeternam. Donc c'est ce que j'appelle l'entreprise éphémère ou le projet industriel éphémère, c'est-à-dire qu'on est sur du one-shot, on répond à un besoin fondamental et une fois que ce besoin est répondu, on change totalement de gamme en termes de quantité de production nécessaire et on part sur quelque chose d'autre. Troisième point, réflexion sur tout ce qui est nécessaire à être renouvelé pour notre bien-être, en plus dans des sociétés qui devraient voir apparaître rapidement une baisse des populations, voir les dernières études
démographique. On devrait atteindre un pic de population d'ici quelques décennies et une baisse des populations. Donc on n'est plus sur des schémas de croissance à produire toujours plus. Donc c'est tout ce qui est les services médicaux, les services du care, un certain nombre d'outils, d'objets, de services, la nourriture, l'eau évidemment, donc qui demande d'avoir toute une organisation sociétale, peut-être plus autour de coopératives, peut-être plus autour de partenariats publics-privés, mais en aucun cas on est dans des logiques de 10% de croissance ad vitam aeternam. Ça n'a pas de sens de produire 10% de plus de nourriture par an pour chaque individu sur cette planète. On va pas manger toujours plus, pas plus, on aura besoin toujours plus d'eau, etc. Mais en fait, une réflexion sur d'autres modèles économiques, d'autres manières de penser l'entreprise, d'autres manières de répartir les tâches difficiles, tout en redonnant de la visibilité et peut-être un autre partage sur ces tâches autour de l'économie reproductive, autour de l'économie du care, parce qu'aujourd'hui, elles sont invisibilisées et la plupart des tâches qui sont faites dans nos sociétés occidentales, qui plus est, la grande majorité des tâches essentielles à notre manière dans nos sociétés occidentales se font à l'extérieur de l'espace marchand, à l'extérieur des entreprises. Alors, conclusion rapide, décroissance sous barbarie, c'est un slogan qui avait été lancé il y a une vingtaine d'années quand on a ouvert ce débat sur la décroissance qui nous invite à décroire, qui nous invite à sortir de la religion de la croissance et à nous poser les bonnes questions. J'espère que c'est ce que vous allez faire pendant ces journées. Dans le but de faire des pas de côté et faire preuve d'innovation, de créativité, pour inventer d'autres manières de vivre ensemble, pour repenser quels sont véritablement nos besoins fondamentaux et comment on y répond de manière soutenable, de manière souhaitable, de manière juste, de manière transparente, de manière conviviale. Et autour de ça, l'entreprise a vraisemblablement un rôle à jouer, mais l'entreprise ne sera pas non plus au cœur de tout ce dispositif puisque on va être amené à inventer beaucoup d'autres formes d'activités, beaucoup d'autres formes de manière de produire, d'échanger, de mettre en commun. Donc je vous souhaite de très 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 belles journées et je vous dis à très bientôt.